gérer l'organisation de la flottille et donc tu ne t'ennuies pas même quand tu es, 2, 3 ou 4 galons, pilote de chasse, quelle que soit ta qualification tactique. Maintenant, moi je m'épanouis grandement dans mes fonctions parce que, ça me permet d'avoir accès, finalement à, en fait, si tu prends un peu de recul, tu as la responsabilité, d'un parc de, une trentaine d'aéronefs, la responsabilité de la finalité de la mission, c'est-à-dire que quand ça marche pas, bien c'est de ta faute. Quand ça marche, tu peux te dire que tu as contribué. Tu as la responsabilité aussi, du travail de 500 marins à bord du porte-avions, tout en gardant un petit œil sur ce qui se passe à terre puisque, j'ai la responsabilité de la formation des jeunes pilotes, au sein de la flottille qui n'embarquent pas et donc responsabilité vers le bas qui des fois est extrêmement pesante, mais qui, par ailleurs, t'apporte beaucoup de enfin, qui est extrêmement gratifiante aussi. Voilà et puis tu es responsable, de tout ce paquet-là devant les états-majors supérieurs, et donc ce poids-là, bah, il faut le porter et quand ça marche, c'est extrêmement gratifiant. Donc voilà, bah, c'est j'étais extrêmement content d'être équipier en 2008. Voilà, j'étais, très content aussi de progresser en tant que chef de patrouille au sein des flottilles, puis, de gravir les échelons et là, je me sens extrêmement bien à la tête du groupe aérien embarqué. Ça fait partie d'une progression, complète. Je trouve ça toujours intéressant de progresser, dans quelle que soit l'organisation en fait dans laquelle tu travailles et celle qui est la nôtre, à laquelle je suis particulièrement attaché et quelque chose de voilà, assez, c'est un honneur finalement d'être à la tête de tout ça. Ok. Alors maintenant, une question de Erwan, justement en prolongement de la question de Dunkerque 1940. Quand on est commandant, donc comme Gaët, est-ce qu'on travaille beaucoup derrière un bureau ou bien on peut être amené à aller sur sur les théâtres d'opération? Dans les cas où vous êtes derrière un bureau, comment le vivez-vous en tant qu'ancien pilote de chasse? Alors, hein, il n'est pas ancien pilote de chasse, mais il va vous répondre. Alors, il est certain que je vole moins, que quand j'étais, chef opération de la 12F, il y a presque une dizaine d'années. Et je vole aussi, beaucoup moins que quand j'étais commandant de la 17F. Voilà et je compare pas avec les autres étapes que j'ai pu franchir. Je vole beaucoup moins que les pilotes qui sont en flottille et c'est bien normal. Mais j'ai la chance de pouvoir continuer à voler, que ce soit à terre comme à bord du porte-avions et j'ai aussi la chance de pouvoir continuer à voler en opération. Alors ce sujet est d'ailleurs une question que je me suis posée en arrivant dans le poste, parce que je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai à y gagner finalement?» parce que j'ai tellement de responsabilités et de travail par ailleurs, que cette remise en question permanente, de retrouver un niveau tactique qui permet d'aller en opération avec, le reste du GAE, c'est une charge de travail phénoménale et moi j'y voyais, évidemment le quelque chose qui m'a toujours, enfin, ça a été au centre de ma carrière, mais, l'exemplarité pour moi est quelque chose de très important. Mais cette exemplarité, il faut s'en méfier parce qu'on a moins de temps que quand on est en flottille pour, atteindre le niveau requis. Donc voilà, moi j'ai fait le choix, comme, beaucoup de mes prédécesseurs, de continuer à voler et de continuer à voler en opération, tout en étant conscient de mes limites parce que je n'ai pas le même niveau d'entraînement qu'un flottilleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Après, est-ce que je passe beaucoup de temps derrière un bureau? Oui, évidemment. Est-ce que je passe beaucoup de temps en réunion? Oui, toute la journée. Est-ce que je passe beaucoup de temps, au téléphone, à changer de poste, ou de bureau pour aller, briefer, débriefer, écouter? Oui, oui, c'est extrêmement varié. Donc oui, oui, il y a un côté, administratif et organisationnel, au quotidien, mais ça fait partie des responsabilités. Quand on est en responsabilité, malheureusement, il faut faire le sacrifice, des fois de l'action. Il s'avère que, dans les choses qu'on a pu faire depuis 2 ans, au final, il y a quand même eu pas mal d'actions et donc je me sens pas frustré dans ce domaine-là. Et puis, oui, il faut aussi voir que faut laisser la place.
laisser la place aux jeunes et donc je suis aussi très heureux. Mes jeunes pilotes, quelle que soit leur qualification, continuent à bien voler et et c'est pas grave si je vole beaucoup moins qu'eux, puisque de toute façon, j'ai largement de quoi travailler par ailleurs. Ah, entendu. Bah, justement, ceux qui posent la question, pouvez-vous nous décrire une de vos journées type sur le Charles de Gaulle? Votre routine, dans les limites du secret, bien évidemment, du ConfDef. Bah, c'est des journées bien remplies avec, tout un cycle de réunions, qui explosent plus ou moins en fonction de l'action. C'est-à-dire que, en fonction de l'exercice ou des opérations qui sont conduits, par le groupe aéronaval et bien, ce cycle explosera parce qu'il va falloir s'adapter, à la situation réelle, et donc, bah, je pourrais moins participer, au cycle théorique de réunion pour réfléchir, planifier et conduire les opérations. Donc toute action, du groupe aéronaval, établie, suivant un plan. Le plan est évidemment, réfléchi, pour nos procédures et donc le groupe aérien embarqué que je représente, que je commande, dans ces phases de réflexion et bien, voilà, j'y contribue. Donc on met au point un plan et puis ensuite, quand vient le temps de l'action, eh bien on conduit l'action. Donc j'ai pas de il existe on appelle ça la roue de la fortune. Roue de la fortune, c'est une roue qui définit, tous les rendez-vous qu'on a, tout au long de la journée. Mais cette roue de la fortune, eh ben, elle est plus ou moins respectée en fonction, de ce qui se passe autour du porte-avions. Tout ce que je peux te dire sur cette roue de la fortune, c'est qu'elle est extrêmement longue, extrêmement prenante et que voilà, il est dur de trouver du temps de réflexion dans dans cette espèce de cycle infernal, et pourtant il faut le faire parce que notre efficacité dépend grandement du temps de réflexion qu'on peut accorder à certaines préparations d'exercices ou d'opérations. Voilà, je ne pourrais pas rentrer dans beaucoup plus de détails. Entendu. Alors maintenant, on va poser la question, comment dire, la traditionnelle question. Beaucoup se demandent, donc je vais poser, on va quand même dire que c'est VO1, VO1D, je ne sais pas si je prononce bien, ou VOID. Est-ce que vous pourriez, commandant, nous raconter une anecdote quelconque de vol ou de mission? Ouais, j'en ai pas mal. Certaines sont malheureusement pas, voilà, je pourrais pas vous en parler. Il y en a une assez rigolote, alors c'était pas à bord du porte-avions puisque, c'était une mission que j'avais faite depuis la Terre, depuis un pays, très chaud, et au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et dans ce pays-là, donc on était déployés avec des super étendards. C'était mon premier déploiement opérationnel. Donc pour un pilote marin, être déployé à terre, c'est assez cocasse, mais on a fait le job et pendant ce déploiement, sur ce terrain, expéditionnaire où il y avait beaucoup d'Américains, quelques Français et d'autres nations, et bien je me suis retrouvé avec, un problème sur mon avion qui m'a fait, arrêter mon roulage. C'était en retour de vol. C'était une mission assez longue, où on était allé appuyer des forces amies et en retour de vol, il faisait très chaud, et donc mon avion, commence à avoir un problème au niveau du train d'atterrissage pendant le roulage, et donc je décide d'arrêter mon avion sur le taxiway parce que, je voulais pas aggraver la panne. Parce qu'à cette époque-là, on avait beaucoup de temps de roulage. C'était un très, très grand terrain et notre position sur le terrain faisait qu'on avait, pas mal de temps après atterrissage. Et donc j'étais persuadé d'avoir, crevé un de mes pneus, et du coup, je m'arrête au milieu du taxiway et en fait, dans un de mes rétroviseurs, puisque dans les cockpits de ce chasseur, d'ailleurs comme le Rafale, hein, il y a des rétroviseurs, je vois un Antonov en train de rouler derrière moi et j'entends à la radio qu'il est autorisé à rouler sur le même taxiway que moi et en super étendard, en fait, on est très bas, sur la piste. C'est un avion qui est pas très haut sur pattes et en fait, je me suis vu, écrasé par l'Antonov,
parce que j'étais persuadé qu'il m'avait pas vu et donc j'ai crié à la radio, en anglais, au contrôleur qui gérait la circulation sur la piste, enfin sur le taxiway, qu'il y avait un avion, que j'étais stoppé, je m'étais arrêté et en fait l'équipage dans l'Antonov avait l'air de ne pas très bien parler anglais. Et autant le contrôleur avait très bien compris qu'il y avait un problème, autant l'Antonov, lui, n'avait toujours pas compris. Et je l'ai vu continuer à se rapprocher dans mes rétroviseurs. Je me suis réellement vu écrasé par l'Antonov. Alors j'étais sur le point d'évacuer en urgence le cockpit et ils ont fini par comprendre. Donc voilà, c'était pas une anecdote opérationnelle, mais celle-là, elle m'avait bien marqué. Et puis j'étais surtout très très jeune, avec très peu d'expérience. Et donc c'est le genre de situation auquel on est confronté, qui vous qui vous rend très humble sur ce que vous pouvez être, alors même que le vol est quasi, enfin est terminé, que l'atterrissage est effectué. Voilà, il y a ce truc-là qui m'a marqué. Et puis à bord du porte-avions, j'en ai beaucoup. J'en ai quelques-unes avec certains de mes meilleurs amis. Ça, c'est intéressant aussi. C'est que pour ceux qui nous rejoindraient un jour, je vous souhaite d'appartenir à notre petite famille. En fait, vous allez être formés ensemble, vous allez transpirer ensemble, vous allez travailler ensemble et vous allez aussi combattre ensemble. Et j'ai quelques missions de combat avec certains de mes meilleurs amis. Et ça vous marque à jamais parce que on se connaît très bien, on a éprouvé pas mal de difficultés dans nos cursus de formation. Et quand on touche du doigt la finalité du travail qui est de réaliser les missions de combat depuis le porte-avions, de jour comme de nuit, et qu'on le fait avec un équipier qui est votre meilleur pote, ou à l'inverse, vous êtes l'équipier du leader qui est un de vos meilleurs amis, voire votre meilleur ami, eh bien ça ça vous marque et ça, évidemment, les liens se renforcent encore plus qu'ils n'étaient forts avant. Donc ça, je vous le souhaite. Alors, il y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent de faire ça, mais ça, c'est une expérience assez unique. Je vous donnerai pas exactement enfin, les détails liés à ces missions-là, si ce n'est que au cours de ces vols, eh bien, vous avez une amitié qui se forge, qui est une fraternité d'armes assez unique. Et ça vous marque à jamais. Voilà. Entendu. Maintenant, une question de Evan C. Au travers des erreurs que vous auriez pu faire et des problèmes auxquels vous avez fait face, pouvez-vous nous donner votre expérience, pardon, en partageant quelques conseils quant au concours et au PAN, sélection, choix de spé, etc. Alors, moi, je suis pas issu de la filière EOPAN, donc pas vous dire ce qui m'est arrivé dans cette phase de sélection. Toutefois, ben, j'ai quand même été soumis à au cursus, qui est, très sélectif. Et donc voilà. La clé, dans la formation, c'est le travail, comme dans n'importe quel autre métier, mais le travail acharné. C'est-à-dire que, quand on rencontre des difficultés, c'est d'ailleurs ce que je dis à mes jeunes pilotes quand ils arrivent à Landivisiau. Je leur donne quelques conseils, quelques lignes directrices dans, la façon, dont ils doivent enfin, avec laquelle ils doivent aborder leur quotidien quand ils sont dans le groupe aérien embarqué. Donc ça commence par le travail, mais le travail intelligent. C'est-à-dire que quand vous avez un avion qui a des milliers de pages de manuel, enfin le manuel il comporte des milliers de pages. C'est humainement inaccessible, contrairement aux avions des générations précédentes. Donc il faut être bien organisé. Quand vous travaillez, il faut travailler de manière organisée, c'est-à-dire que il faut avoir une finalité dans ce que vous apprenez. Quand vous apprenez des données sur l'avion, quand vous apprenez des procédures, eh bien, il faut leur donner corps. Il faut s'investir des données que vous apprenez, que vous assimilez. Il faut assimiler les procédures, donc il faut les driller. C'est comme ça que vous allez les incarner. C'est très important de ne pas travailler de manière désorganisée parce que on a tellement de choses à assimiler que si vous n'avez pas une stratégie dans votre quotidien, dans l'apprentissage, ça ne marchera pas. Voilà. Deuxième conseil que je donne, c'est de travailler pas en solo. On a beau faire un travail en monoplace, en fait, si dans votre promotion, que ce soit à la 50S ou dans les étapes suivantes, vous ne travaillez pas en équipe,
ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Il faut, forger des liens, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. Forger des liens, très, très forts, très tôt et il faut être complètement transparent sur les erreurs que vous commettez, sur les bonnes choses que vous faites en vol, pour que tout le monde en bénéficie. Et à l'inverse, et ben, vos petits co feront la même chose et tout ça, ça fonctionnera. Donc il faut toujours travailler ensemble, pour qu'à chaque étape, quelle que soit la difficulté, en fait, elle soit partagée, elle soit répartie sur le groupe et donc le tremplin, sera, enfin, en tout cas, l'obstacle sera moins difficile à franchir. Voilà, c'est les 2 premiers conseils que je peux donner et j'en donnerai peut-être d'autres en fonction des questions. Une question de Julien. Comment se déroule une mission sur le Charles de Gaulle lors des phases de catapultage et atterrissage? Et je pose la question, la deuxième en même temps. Un pilote d'hélicoptère vient-il uniquement pour une mission précise, ravitaillement, Pedro, détection anti-sous-marine, ou bien il est polyvalent et les pilotes se répartissent les tâches ou ordres du commandement? Alors, Pedro a évolué, leur panel de missions, est étoffé depuis quelques années. Donc il y a pas toujours un hélicoptère en l'air, au catapultage ou, à l'appontage. On n'atterrit pas sur le porte-avions, on apponte. Voilà, donc ça va dépendre des conditions, voilà, du nombre de machines disponibles, de l'expérience des pilotes et en fonction de tout ça et en fonction finalement, de l'exposition au risque, bah, le commandant du porte-avions, il peut décider ou pas de mettre en l'air, l'hélicoptère. Donc tout va dépendre de l'environnement et de ces données-là, mais c'est pas systématique. Contrairement à ce qui pouvait se faire il y a quelques années. Et ça permet du coup de générer un peu de potentiel et d'utiliser, ces, hélicoptères pour faire, d'autres, types de missions dans l'environnement du porte-avions, ce qui rend du coup leur métier, encore plus intéressant. Et donc oui, ont, ont quelque chose d'assez étoffé. Au sein du détachement 35F, comme dans les flottilles, en fonction de l'expérience des pilotes, eh bien, ils ont plus ou moins de qualifications. Donc certains ne seront qualifiés que pour être copilotes de jour, pour uniquement la mission Pedro ou des missions simples. Et puis voilà, de manière progressive, heu, il pourra acquérir, toutes les qualifications qui pourront lui permettre de faire, chef de bord, de nuit, avec une expérience lui permettant, de récupérer, un pilote de chasse éjecté ou un équipage de Hawkeye, qui aurait évacué dans des conditions assez difficiles. Donc voilà, ils sont comme nous en fait, en fonction de leur niveau d'entraînement et de leur expérience, ils pourront faire plus ou moins de missions. Et c'est un détachement à la tête duquel tu trouves un chef de détachement qui, a toutes les responsabilités, d'un commandant de flottille. Alors certes avec moins de marins, mais pareil, il va devoir, s'occuper, de leur instruction, de leur notation, de leur organisation, du service général et cetera et cetera. Bref, le métier d'un officier à la tête, d'un groupe de marins, heu et heu et donc oui, oui, il y a du travail. Maintenant une question de Merlin. Sur comment la reconversion, le commandant n'est pas Néopan, mais je pense qu'il peut répondre. La reconversion dans le civil d'un ancien Néopan est-elle facile? Personnellement, intéressé par le métier de pilote de ligne après ma carrière dans la marine. Est-ce que c'est facilement envisageable? Oui, oui, il y a une opportunité, en ce moment, pas mal d'opportunités puisque, voilà, c'est pas un secret si je vous dis que les compagnies recrutent et que le monde du transport aérien, transport, commercial, fonctionne très bien en ce moment. On est dans l'ère post-Covid, il y a un boom, dans les chiffres. Donc oui, il y a des besoins et donc la reconversion, peut se faire assez facilement. Maintenant, moi j'ai une approche assez moine soldat de ce métier où, en fait, il faut pas rentrer pour, envisager la reconversion. D'abord rentrer pour, servir son pays, servir ce pays, au sein de la marine, au sein du groupe aérien embarqué, avec un métier qui va vous prendre, beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'on demande. Il est extrêmement exigeant et vous aurez, en tout cas au début, peu de temps de penser à la reconversion
lorsque vous aurez fait votre temps. Donc, moi, mon conseil, c'est, je peux vous dire que ça dépend des périodes, qui est reconversion. En ce moment, ça marche bien. Ceux qui veulent quitter et puis passer dans la ligne. Mais pour cette reconversion-là, vous nous rejoindrez pour occuper un poste de pilote de combat, et ça va vous, ça va vous occuper quelques années, et c'est voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre, et c'est ce à quoi il faut penser quand on rejoint la marine. Alors ensuite, une question, elle est où? Elle était intéressante. Oui, une question de Louis. La carrière d'un néopan activé peut-elle nous emmener aussi loin qu'une carrière de borda? Oui, j'ai de très bons amis qui sont fait activer, et qui du coup ont commandé ou vont commander une flottille. Euh, voilà, donc c'est évidemment pas le cursus classique, hein, c'est pas systématique, ça dépend du pédigré, mais des performances du bonhomme en question. Mais il s'avère que chez nous, on a des gens qui performent bien, on a de belles pépites, et j'ai la chance d'en connaître quelques-unes. Et donc, on fait le pari de rester dans l'institution, de se faire activer. Et une fois qu'on est activé, on a accès au commandement, et on a déjà eu des gens qui ont été activés, qui ont commandé le groupe aérien embarqué. Je vais citer l'exemple de l'amiral Éric Aymar, qui a commencé dans la marine dans les années 80 comme officier marinier pilote, et ensuite est passé officier, qui a commandé une escadrille, qui a commandé le groupe aérien embarqué, qui a fait de très beaux postes en état-major, et qui a fini officier général, commandant des forces françaises aux Antilles. Donc un néopan, c'est ce qu'il était, même si ce n'était pas le nom qu'on donnait aux pilotes sous contrat à cette époque-là. Lui a bénéficié de l'ascenseur social au sein de la marine pour finir officier général, et avoir un métier tout autre que celui de pilote de chasse dans l'aéronautique navale. Donc oui, un néopan peut arriver là. Alors, ça va demander beaucoup de travail, ça va demander une légitimité, ça va demander aussi un effort d'activation au niveau de la carrière, mais il n'y a rien d'impossible, la preuve. Peut-être un de mes successeurs à court terme sera un néopan activé. On verra bien. Entendu. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Chat. Je suis en train de chercher. Excusez-moi. Alors, une question alors, très intéressante là. C'est, une question de Evan C. Bon, elle a été posée deux fois, mais on va prendre celle de Evan. C'est la première. Elle est où? Elle est là. Je ne la trouve plus. Alors attendez, excusez-moi. Ah, voilà. Comment voyez-vous le GAE avec toutes les nouvelles technologies qui arriveront bientôt, bâtiments, aéronefs, etc. Sera-t-il encore plus fort ou construit différemment? Oui, oui, alors ça c'est. Mais du coup, je vais profiter de cette question pour parler un peu d'histoire. J'adore l'histoire, et j'adore l'histoire de notre groupe, qui a commencé il y a un siècle, hein. Le premier appontage dans la marine, c'était en 1920. C'est Paul Test, le Béarn, et le 20 octobre 1920, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 100 ans qu'on progresse. 100 ans qu'on bénéficie des travaux des pionniers qui nous ont précédés, qui ont commencé sur des biplans qui s'arrêtaient sur le pont d'un vieux bateau qui avait été transformé en porte-avions. Et pour s'arrêter, en fait, c'était des câbles qui étaient tendus entre des sacs de sable. Voilà. Et c'était des avions qui faisaient quelques centaines de kilos. 100 ans plus tard, on est capable, avec du Rafale Marine, avec du Hawkeye, d'apponter dans des conditions très difficiles, en ramenant notre armement quand on n'a pas pu le tirer, euh, avec des aéronefs qui dépassent largement les 10 tonnes. Et tout ça avec une cadence qui est assez impressionnante. Donc, on a vraiment progressé.
et on a toujours été dans l'innovation, dans le développement de nouvelles capacités. Et je vois notre avenir comme étant finalement une continuité de ce premier siècle. C'est-à-dire qu'on va continuer à développer les capacités de nos avions. On est en train de recevoir nos premiers Rafale F4. Le Hawkeye continue à se moderniser. On va les remplacer par une nouvelle version d'ici quelques années. Et puis, à terme, eh bien, on aura des avions sans pilote ou des aéronefs sans pilote qui accompagneront les aéronefs pilotés avec plus ou moins de furtivité pour compléter nos capacités. Les Américains ont déjà des drones sur leur porte-avions. On a tendance à les suivre avec quelques années de décalage et c'est exactement ce qui se passera, que ce soit sur le porte-avions Charles de Gaulle, où là on va continuer à améliorer nos avions, ou sur le porte-avions de nouvelle génération qui arrivera à la fin des années 2030, et sur lequel à terme vous trouverez des drones, mais aussi des aéronefs habités. Donc il y a toute cette communauté un peu hybride qu'il faudra organiser, développer. Donc ça va être 2-3 décennies encore passionnantes avec un groupe aérien embarqué qui ne va pas arrêter il ne va pas s'arrêter là. Voilà. Et donc oui, on ne va pas s'ennuyer dans les années qui viennent. Alors ensuite, une question de Mathurin. Savoir quel est à l'école navale si vous n'aviez pas été pilote. D'ailleurs, avec le recul aujourd'hui, quel autre métier dans l'aéronavale vous auriez aimé faire? Alors le plan B, en fait, moi comme je vous l'avais dit, initialement, je voulais faire officier dans les armées. Donc j'aurais eu une autre spécialité, on serait contenté et on aurait été très épanoui aussi. Toutefois, avec un peu de recul, je pense que c'était le bon choix. Et j'ai aucun regret sur ce choix-là, même si c'est beaucoup de sacrifices familiaux, même si c'est beaucoup de sacrifices par ailleurs. Tellement gratifiant, c'est tellement... voilà, on a la fierté d'appartenir à une petite famille qui est à la pointe de la technologie, qui est à la pointe de la performance. Bref, c'est groupe de guerriers. Voilà, j'aurais finalement été un peu déçu de pas y avoir accès, mais si je ne l'avais pas intégré, je ne l'aurais pas su. J'aurais pas été déçu. Ma deuxième spécialité, ça aurait été d'être commando, mais voilà, j'ai aucune certitude sur ma capacité il y a plus d'une vingtaine d'années à finir le cours commandé à cette époque-là. Donc voilà, j'aurais peut-être eu une autre spécialité, mais en tout cas, je n'ai aucun regret sur celle que j'ai pu finalement obtenir. Entendu. Alors maintenant, on va prendre une question sur le chat de Ninos. Est-ce que les pilotes de chasse finissent leur formation ou n'importe laquelle des trois? Alors quand on termine notre cursus, donc on rentre en France et puis en fonction du timing, soit on reste à Landivisio pour faire un petit peu de Falcon 10 à la 57S et ensuite enchaîner directement au sein d'une des 3 flottilles à Landy, soit on va faire notre formation à l'ETR, l'escadron de transformation Rafale à Saint-Dizier au sein de l'armée de l'air, où nous avons quelques instructeurs et quelques avions pour bénéficier des arcanes de la formation de l'armée de l'air chez eux à Saint-Dizier. Donc ça dépend du timing, ça dépend de la capacité de digestion de l'Andivisio ou de Saint-Dizier. Mais voilà, on peut être confronté aux deux cursus. Quand on reste à l'Andivisio ou quand on revient de Saint-Dizier pour cette fois-ci intégrer de manière définitive le groupe aérien embarqué, en fait, on est désigné pour rejoindre la flottille de rang 3. La flottille de rang 3, c'est la flottille que je n'embarque pas à bord du porte-avions. C'est celle qui est en charge de la formation de nos jeunes pilotes, qu'ils soient ab initio en retour direct des États-Unis ou en sortie de l'ETR. Et donc, on reçoit ces pilotes dans une des 3 flottilles dont la désignation est tournante. C'est-à-dire que tous les ans, on change de flottille. Donc non, il n'y a pas de flottille désignée au retour, enfin en début de formation sur Rafale.
Ça va dépendre de l'année et vous pouvez tomber sur une des 3. Mais vous ne serez pas déçus dans aucune des 3. Chacune a son âme, chacune a son, à sa style, à sa couleur aussi. Et donc vous serez formés alors avec les mêmes procédures, avec voilà, sur le même avion, là n'est pas la question. Mais par contre, oui, il y a toujours un petit état d'esprit qui est différent en fonction des unités. C'est très bien, il faut le cultiver, puisque chaque flottille a son histoire, chaque flottille a son âme. Et donc quand on arrive dans une unité comme ça, eh ben, il est important d'emporter les traditions quand on commence à l'en division. Voilà. Entendu. Oui. Alors, une question de Sonic. Bonsoir, commandant. Le Comgay opère-t-il étroitement avec ceux des PA étrangers? Font-ils des réunions dans la même salle d'un bâtiment, une flotte? Alors, bon, pour travailler avec un autre porte-avions, un vrai porte-avions, en fait, il n'y a que les Américains qui ont de vrais porte-avions à ce stade, hein. On verra dans les années qui viennent si d'autres pays s'y lancent, mais depuis quelques années, la France est avec les États-Unis le seul pays à venir et à mettre en œuvre un porte-avions classique avec brin d'arrêt et catapulte. Donc quand on travaille avec les Américains, ce qui nous arrive très régulièrement, il m'arrive effectivement d'avoir une connexion particulière avec le Comgay américain, qu'on appelle le CAG, Commander Air Group. Donc c'est celui qui commande l'Air Wing, qui est à bord. Donc l'Air Wing, c'est le groupe aérien embarqué qui est à bord du porte-avions américain. Et donc on se voit quand on est à proximité pour organiser notre activité et pour voir comment est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble, voir opérer ensemble. Voilà. Avec les porte-aéronefs italiens, espagnols, il m'arrive effectivement de les croiser, mais nos interactions sont plus rares. Leurs groupes aériens embarqués, quoi qu'il arrive, sont beaucoup plus restreints. C'est la même chose avec les porte-aéronefs anglais. Et en plus de ça, ils ont des organisations un peu différentes. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément toujours un Comgay à la tête de toutes les flottilles sur ces bateaux-là. Qui plus est, sur les bateaux espagnols et italiens, il n'y a qu'une seule flottille de chasse. Donc c'est une organisation un peu différente et il s'avère je les croise un petit peu moins. Mais avec le Comgay américain, c'était le cas il y a 2 ans, c'était le cas cette année. Oui, on a pas mal d'interactions et ça se passe vraiment très bien. Entendu, désolé, parce que je faisais autre chose en même temps. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Alors, si, il y en a une là de Maxime. Pardon, Maxime, j'avais pas vu ta question. Envisage votre avenir? Bah, j'ai envie de redoubler. J'ai envie de redoubler quelques années. Alors, malheureusement, ce ne sera pas possible. J'ai un très bon ami qui va venir prendre ma place et faut savoir aussi laisser la chaise pour ses successeurs. Non, écoutez, moi, j'ai juste envie de rester dans la marine, de continuer à servir mon pays en état-major pour voir comment est-ce que je peux améliorer notre mode de fonctionnement, comment est-ce que je peux améliorer notre recrutement, notre formation, puis faire en sorte que toute cette machine-là continue à bien fonctionner, à performer. Et si j'arrive à faire ça, bah, je serais ravi. Donc voilà comment je me projette. Mais après, en tant que militaire, on est soumis quand même à une gestion qui, tous les 2 ans, tous les 3 ans, bien, vous affecte dans une nouvelle unité. Donc, il n'y a rien de prédit. J'ai pas de boule de cristal sur les 5 ou 10 années qui viennent. Entendu. Celle-là, tu l'as? Ouais. Une question d'Alexandre. Que pensez-vous de la possibilité d'un deuxième Pang? Alors, un deuxième porte-avions en plus du PNG qui devrait être construit dans les années 2030 pour être admis au service actif en 2038 pour remplacer le porte-avions Charles de Gaulle. C'est dans la prochaine loi de programmation militaire.
Donc c'est acté, et donc on est parti pour remplacer le Charles de Gaulle. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Quand il s'agit du deuxième porte-avions, alors le deuxième porte-avions, effectivement, ça permet d'avoir une permanence à la mer, comme c'était le cas avec les Foch et Clémenceau. Mais il faut également pouvoir se payer un groupe aérien embarqué qui puisse assurer cette permanence-là. Actuellement, on a un seul groupe aérien embarqué qui fait tous les déploiements. Donc un deuxième porte-avions pour une permanence voudrait dire aussi un deuxième groupe aérien embarqué. Donc tout dépend des finances et de la priorité qu'on souhaite mettre sur nos moyens. Donc si on veut une permanence, ben oui, dans ce cas-là, il va falloir un deuxième porte-avions et il faudra plus d'avions, plus d'hélicoptères, plus de bateaux pour les escorter. Malheureusement, notre budget n'est pas illimité. Pour savoir financer le reste du fonctionnement des armées et du pays. Et donc pour l'instant, c'est pas la voie qu'on a. C'est pas la voie dans laquelle on s'est engagé pour la marine et pour les programmes. Donc voilà, on va déjà viser un premier PNG qui fonctionne avec un groupe aérien embarqué qui va continuer à évoluer. Voilà. Que celle-là. Alors, une question de Evan, c'est que pensez-vous du défi qui est de remplacer les pilotes par des drones, peut-être des neutrons version marine? Alors ça, de toute façon, on va y venir. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours un petit peu derrière les Américains, parce qu'effectivement, comme l'un d'entre vous l'a écrit, on n'a pas leur budget. Donc voilà, mais on n'a pas leur budget, mais on a des idées, et puis on a des industriels qui fonctionnent très bien. Donc on y viendra, mais je ne vois pas de groupe aérien embarqué à terme qui ne soit équipé qu'avec du drone. Il y aura toujours de l'aéronef piloté, que ce soit pour des raisons de capacité d'adaptation face à des scénarios tactiques complexes, puisque quand on est en mer, c'est extrêmement difficile de planifier toujours notre mission avec beaucoup de préavis. Des fois, il faut beaucoup de réactivité. Cette réactivité, dans une machine, je ne suis pas sûr qu'on soit capable, à un horizon humain, de pouvoir l'imaginer. Alors, je ne suis pas dans un scénario de science-fiction, donc j'ai du mal à le voir venir. Donc pour moi, il y aura de l'avion piloté, mais par contre, ces avions pilotés seront complétés, quoi qu'il arrive, à terme par des aéronefs non pilotés, donc par du drone, qui viendront apporter des capacités diverses et variées, que ce soit de la furtivité, de l'emport déporté, etc., etc. C'est exactement l'objet du projet SCAF, qui est un système de systèmes au sein duquel vous trouverez un aéronef piloté et puis des effecteurs, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire d'autres petits avions, drones non pilotés, qui auront plusieurs fonctions, qui seront plus ou moins complexes et qui viendront compléter l'action de l'avion piloté. Donc voilà comment je vois l'avenir du groupe aérien embarqué avec. Alors, tu mets des neutrons, ce sera probablement un autre type de drone qui viendra à bord. Se pose évidemment la question de l'appontage automatique. Jusqu'à maintenant, on avait besoin d'un humain pour apponter à bord d'un porte-avions. On aura petit à petit forcément, on va finir par trouver le moyen technique d'apponter automatiquement, c'est-à-dire sans l'aide d'un cerveau humain, au moins dans la conduite. Et donc ça, on y aboutira. Donc l'appontage ne sera pas le critère de choix. Je pense que le critère de choix et de décision pour maintenir des aéronefs pilotés sera celui de conserver une capacité de réaction et d'adaptation à des scénarios tactiques qui sont extrêmement complexes en mer, puisqu'on est opposé à des bateaux, à d'autres drones, à d'autres aéronefs, et que ça, en environnement marin, à ce stade, je n'envisage pas que tous nos aéronefs soient des drones. Voilà. Donc ça va venir. Ça va venir avec plus ou moins de temps pour que ça intègre le groupe aérien embarqué. Allez, on va terminer. Si quelqu'un a encore une ou deux déjà, ou même dépasser l'heure après. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une ou deux dernières? Là.
Ouais, ok. Alors, question de Maxime, selon vous, le thème des chercheurs impactera-t-elle la qualité de formation des élèves? Et en fait, elle impacte déjà la formation, que maintenant on ne forme plus les pilotes comme comme on a été formé il y a 20 ans et comme on les formera dans 20 ans. Donc la simulation joue un rôle croissant. Les automates, les systèmes d'assistance au pilotage, mais pas qu'au pilotage en fait. Et de plus en plus d'intelligence dans le système d'armes qui vous permettent de vous concentrer sur une tâche, une analyse de données pendant que le reste du système gère le reste des actions. Donc tout ça, c'est permanent. D'ailleurs, c'est l'objet aussi des standards F4 puis F5 du Rafale. Donc ça a un impact sur la formation. On est sans cesse en train de faire évoluer nos syllabus. Et donc, les jeunes pilotes qui arrivent maintenant à l'Andivisio, ils n'ont plus le même cursus que moi quand j'ai commencé sur Super Étendard. Et même quand j'ai fait ma transformation sur Rafale, eh bien, il y avait des choses qui allaient moins vite que maintenant, parce qu'on n'avait pas les mêmes outils de simulation notamment, etc. etc. Euh, il n'empêche qu'on doit garder un certain bon sens aéronautique, qu'on ne peut pas piloter un avion de combat aussi cher, aussi perfectionné que le Rafale, sans avoir voilà, des capacités de pilotage, puisque à l'appontage, vous avez besoin de dextérité. Quand vous faites du combat, vous avez besoin de dextérité. Et donc, il y aura toujours un morceau incompressible de formation à l'aéronautique pure. Mais il est clair, pour répondre à ta question, que tous ces systèmes-là nous assistent, comme dans notre quotidien, pour faire d'autres choses, comme dans d'autres métiers, nous assistent pour être encore meilleurs dans nos cockpits. Et bien, c'est là. Euh, Nefix, ta question est intéressante parce que je me la pose presque tous les jours. Pensez-vous que les pilotes actuels sont moins bons qu'avant? Alors, moins bons pourquoi? Moins bon pour piloter un super étendard où ton cerveau, tes mains, ton cœur étaient dédiés au pilotage essentiellement. Et puis une fois que tu avais franchi ce mur-là, ben, le peu qui te restait, tu le dédiais au système d'armes. Oui, forcément, ils font moins d'aéronautique, les cursus se sont compressés, et donc ils ont vu moins d'avions à l'ancienne avec du pilotage un petit peu plus aux fesses que ce n'est le cas maintenant. Toutefois, les jeunes générations, quand elles arrivent sur Rafale, elles ont été abreuvées de numérique, elles sont nées avec ça, et quand elles arrivent sur avion de combat et qu'elles retrouvent des écrans avec des, euh, des, euh, des liens clavier quasi sur le manche, en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus naturelles pour eux qu'elles ne le sont pour moi. Donc, quand on parle de gestion de systèmes d'armes modernes pour nos jeunes pilotes, j'estime que nos jeunes pilotes sont meilleurs que les plus anciens qui avaient voilà, une formation qui était essentiellement dédiée au pilotage dans un premier temps, même si c'est toujours un petit peu le cas, hein, comme je le disais précédemment. Donc non, il n'y a pas de dégradation du niveau, il y a juste un changement du cœur du métier, mais comme tous les métiers, hein, je pense qu'il y a eu une évolution technologique et que les jeunes générations sont complètement en phase, vous êtes en phase avec les nouveaux outils. Et ben voilà, donc là on arrive donc allez, on va prendre une dernière des derniers. On va voir. Hmm. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Mathurin Franck, quel est le parcours d'un officier d'appontage aujourd'hui? À quel moment de sa carrière accède-t-on à ce genre de poste? Alors là, par contre, sur la partie appontage, on est resté dans quelque chose d'assez artisanal pour ce qui est de la formation. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de compagnonnage. Globalement, déjà, il faut être bon pilote, que ce soit sur Rafale ou sur Hawkeye. Voilà, il faut bien se débrouiller à l'appontage. Il faut avoir une certaine légitimité dans la technicité du pilotage pour apponter.
Et puis, il faut aussi être attiré par ce volet technique du métier, qui pour l'instant ne bénéficie pas encore des automatismes dont on parlait précédemment. Il y a encore beaucoup de choses qui se font à la main, même si sur Rafale, il y a quelques aides. Sur Hawkeye, on n'en a aucune. Et en cas dégradé, sur Rafale, on peut ne plus avoir d'aide non plus. Donc il faut maintenir un bon niveau dans ce domaine-là tant qu'on ne bénéficie pas des systèmes qui viendront plus tard. Et donc voilà, il faut être légitime dans un premier temps, il faut avoir un peu d'addiction au côté technique, jusqu'au bout du geste, c'est-à-dire aimer bien apponter. Et quand on aime bien apponter, eh bien, on a la génétique derrière pour devenir quelqu'un qui est capable d'instruire et de contrôler. Une fois qu'on est dans ce terreau-là, eh bien, les vieux officiers de pontage vont discuter avec vous, vont vous faire venir de plus en plus régulièrement à la plateforme des officiers de pontage à l'arrière bâbord du porte-avions. Vous allez commencer à observer des passes, vous allez passer du temps avec eux, et petit à petit, ils vont vous donner de plus en plus de responsabilités, faire écouter la radio, vous donner les manettes, et puis vous allez gravir les qualifications des officiers d'appontage à leur contact pour à la fin devenir un officier d'appontage confirmé, jour de nuit, avec des responsabilités croissantes. Donc voilà, ça se fait petit à petit, ça se fait en parallèle de la formation technique et tactique sur l'avion. Et je connais désormais peu d'officiers d'appontage, voire aucun officier d'appontage qui regrette d'avoir choisi cette voie-là parce que c'est un peu une voie royale pour le pilote de chasse au sein du groupe aérien embarqué qui bénéficie d'une aura, d'une responsabilité assez unique et qui sauve des vies tous les jours, puisque c'est nos anges gardiens. Donc voilà, ça se passe très bien. On a de jeunes pilotes là qui sont motivés pour faire ça. On espère qu'on en aura d'autres à terme. Et c'est un superbe métier et moi j'ai beaucoup de respect pour eux. Voilà, ils sont d'ailleurs sous ma responsabilité au sein du Centex GAE. Ils font partie de la division appontage et vous avez des pilotes extrêmement valeureux, extrêmement légitimes. Je suis très honoré de les avoir parmi nous parce qu'ils font partie de notre histoire, ils font partie de notre fonctionnement et ils sont particulièrement reconnus et performants. Entendu. Désolé, on va arrêter là. C'est horaire. Donc voilà, ben, écoutez, merci commandant de nous parler un petit peu, répondre surtout aux questions des jeunes qu'il y a sur le Discord. C'est pas tous les jours qu'on a un commandant du groupe aérien embarqué dans Aretex. Donc j'espère que vous avez pu profiter pleinement des réponses et de l'expérience qu'il a pu vous faire partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Un petit dernier mot, commandant, avant de quitter les jeunes, non? Oui. Je voulais te remercier toi, parce que on en discutait tout à l'heure, mais ça fait 10 ans, plus de 10 ans que tu es au contact de la chasse embarquée. On sait ce que tu as fait pour elle. Et je te remercie. Donc, devant tous les jeunes, je tenais à transmettre tous les remerciements et les miens, les plus chaleureux, que tu as fait jusqu'à maintenant. Et que ça les motive, ça leur permet d'avoir accès à des choses inaccessibles par ailleurs. Et donc, ils peuvent en bénéficier, j'en suis. Ben, merci beaucoup, commandant. Merci à tous d'être venus. Et surtout, ne lâchez rien. Et ben, à bientôt pour le prochain Retex. Allez, bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.